Voilà, ça fait plaisir de voir qu'on a encore ces temps de partage qui sont là. Nous allons attaquer donc cette dernière séance qui est consacrée au palmage. Et puis, bon, vous avez vu, on en a pris un petit peu l'habitude, les petites recommandations. Encore une fois, je dirais simplement que je ne suis pas un expert de ce genre de choses, mais je partage une expérience et puis j'essaye d'essayer de la confronter aussi peut-être à des expertises plus approfondies. Voilà. Cette fois-ci, ça ne sera pas très interactif. Voilà. Alors, j'ai des petites idées pour vous faire palmer, mais c'est pas évident, surtout assis sur un canapé ou une chaise. Et donc la pratique, c'est quand même pas évident avec ce genre de choses, mais du coup, ça sera un peu plus théorique, directif. On verra quoi. Voilà. Eh bien, comme d'habitude, là, n'hésitez pas à intervenir quand vous avez des questions. Pensez à vous présenter à chaque fois, à mettre la caméra pour qu'on arrive à se voir. Et puis on va démarrer. Sans plus de transition. Donc, je vais repartager mon écran. Donc, améliorer le palmage. Donc, le quatrième webinaire après l'équilibrage, facteur de blocage de l'apnée ou de la pratique subaquatique, l'amélioration de la prise d'air, l'introduction du relâchement et maintenant une technique de palmage, ou plusieurs techniques de palmage. Je vous inviterai à un moment donné à reconvoquer un petit peu ce qu'on a vu la fois dernière concernant le relâchement, puisque dans le meilleur des cas, ça sera pour améliorer une situation de confort, pour d'autres, s'économiser encore plus sur la consommation d'oxygène, et puis du coup sur de l'endurance. Voilà. Donc il y aura des choses qui seront liées, qui feront référence à ce qu'on a vu précédemment. Un petit préambule très rapide ce coup-ci, pour replacer quelques mots, quelques diapositive introductive, vous en avez pris l'habitude, dans laquelle je me permets de replacer quelques éléments théoriques qui sont liés au sujet, des choses qui sont considérées comme des prérequis, a priori, puisque vous avez déjà une pratique de date. Et puis après, on rentrera dans le corps du sujet, une petite conclusion dans laquelle on fera un exercice, et puis toujours pareil, un petit temps de discussion à la fin de cette séance. Je ne sais pas si Bruno nous a rejoint là, tout à l'heure il n'y était pas, mais c'est pas grave, quand il arrivera, on fera signe. Voilà. Donc en termes de notions convoquées, cette fois-ci il y aura de la physique, de l'anatomie, de la physiologie, des techniques, et puis on reviendra aussi sur des éléments de matériel, ce qui nous aura permis de faire le tour de cette question de matériel autour des 4 séances finalement. Donc en préambule, une petite réflexion autour de l'approche de la performance et de la manière dont c'est proposé en enseignement. La première, c'est, on en a parlé déjà la fois dernière, c'est cette approche par problème, et puis un séquençage des problèmes, et puis voilà, des objectifs emboîtés qui se succèdent, et pour lesquels, eh bien, finalement, normalement, il doit y avoir une logique d'intervention. Et puis la deuxième, c'est celle de la pleine conscience, qui permet d'adapter sa stratégie et ses techniques, et puis de mieux prendre en compte les problèmes depuis le début, ce qui peut poser des problèmes en termes pédagogiques, parce que il y a d'abord, il faut être très attentif aux ancrages. Par exemple, si la prise d'air est enseignée en objectif 5, améliorer tout ça, on se rend compte qu'il peut y avoir des mauvais réflexes qui vont être ancrés et qui vont être de plus en plus difficiles à corriger. Je pense que le palmage fait partie de ces sujets-là où après on a du mal à corriger les postures, à corriger les gestes, tellement on a l'habitude de faire comme ça, et sans trop s'être posé la question de pourquoi, du comment. Et c'est un petit peu ça, cette idée qu'il y a avoir un peu plus conscience de ce que l'on fait, de ses répercussions. Et puis, il y a l'autre contingence, c'est celle de concilier pratique et questionnement. Et quand on va vers une activité subaquatique de loisir de manière générale, on a plutôt envie de faire des choses plutôt que de se poser trop de questions.
Et du coup, ça demande de s'adapter au rythme, voilà, de chacun. Encore quelques mots dans ce préambule. Je l'ai évoqué la fois dernière ou à plusieurs reprises peut-être, cette distinction qu'on peut faire entre les savoirs experts et les savoirs profanes. Les savoirs profanes, c'est plutôt expérientiel, donc issu de la pratique, et donc après ce qu'on peut en tirer en termes d'enseignement. Les savoirs experts, c'est après cette pratique, les enseignements qu'on a tirés, c'est de trouver des théories, des lois, etc. Et puis un autre élément qui intervient aussi, qu'on avait vu précédemment, c'est cette réflexivité, c'est-à-dire la capacité que nous avons à interroger la façon dont nous pratiquons. Voilà. Et pour faire le lien avec ce qui avait été vu la fois dernière, donc les savoirs experts, ça relève plutôt de l'apprentissage de type inductif, les savoirs profanes plutôt de la déduction, et puis la réflexivité, ça relève des mélanges que vous avez proposé la Bory. Ces mélanges dans lesquels on va introduire à la fois des propositions théoriques et puis réinterroger la manière et les techniques qu'on a employées dans la pratique. Voilà, c'était très très court pour une fois. Et puis, j'ai pas d'anecdote particulière à proposer aujourd'hui dans le cadre de ce préambule. Alors, en introduction, très très rapidement, comme d'habitude, des rappels de notions, pression et force. Et puis, je glisse ce petit schéma-là simplement pour rappeler très rapidement que la pression atmosphérique, c'est lié au poids de la colonne d'air qu'il y a au-dessus de la surface de la mer. Et puis, après, la pression, c'est le poids de l'eau qu'il y a au-dessus de la surface de contact. Pour déplacer un objet, nous avons besoin d'une force motrice et pour compenser une force qui s'appelle le poids. On va passer très vite. Cette pression et force, on les retrouve avec différents sujets. Là, à gauche, tout d'abord, c'est par rapport à la résistance des matériaux qui sont solides, très rigides et qui vont avoir tendance à se briser, ou un peu plus mous et qui vont avoir tendance à se comprimer. C'est ce qui se passera notamment avec la combinaison de plongée. Le deuxième sujet avec la vignette 1, c'est cette différence qu'il y a entre l'efficacité de la propulsion à partir d'un support fixe et puis en fait dans l'eau, on est dans du liquide, on est dans un milieu qui n'est pas stable, pas rigide, et l'efficacité du mouvement va être moindre. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on ne nage jamais aussi vite qu'on ne nage. Et puis, cette question aussi de la force motrice qu'on va exercer pour contrer l'effet de résistance de l'eau qui va avoir tendance à nous freiner. Ça, c'est déjà vu, on repasse très rapidement cette problématique de l'eau douce et puis de l'équilibrage. Et puis également celle du volume pulmonaire et du poumon ballast et de l'effet de la pression et puis de la flottabilité positive et négative. Tout ça, on l'a déjà vu. Maintenant, très rapidement, il y a pas mal de vidéos sur ce sujet en ligne. Je n'ai pas réussi à en sélectionner une de particulière à vous proposer, tellement il y en a. Et il y avait beaucoup d'images, de démonstrations et pas forcément d'explications, et en tout cas de conséquences sur l'économie d'énergie et l'économie d'oxygène telle que je vais vous le proposer. Donc, je n'ai pas mis de référence, mais il n'y a pas de souci, vous en trouverez énormément sur Internet. Il n'y en a qu'une quand même que j'ai réutilisée là aussi pour faire un petit démonstratif. Donc, les principales techniques, c'est genoux pliés, ciseaux, ondulation, rien de nouveau pour vous, avec des pratiques qui sont plus ou moins importantes en bouteille, et d'autres techniques qui s'additionnent également spécifiquement à la bouteille. Je pense notamment à ce qu'on appelle la technique grenouille. Voilà. Et puis, en verticalité, on va retrouver à peu près les mêmes choses, parfois consécutivement au même défaut. Les genoux pliés avec les ciseaux, et puis l'ondulation qu'on va utiliser. Voilà. C'est autour de ça, globalement, qu'on va travailler, pas la grenouille, qui est quelque chose d'un peu plus particulier, mais à un moment donné, on va recroiser cette question-là. Après, un petit peu de physique, c'est voilà. Là, par contre, il y a une chaîne YouTube là, du Dr Marek Zroboda qui est très très intéressante. Il vous présente des choses
qui reste assez accessible tout de même, mais qui permet d'appréhender des sujets assez complexes. Et je trouve que sa manière de proposer ces sujets puisque lui, il est biomécanicien, il présente des choses qui sont vraiment très, très intéressantes, pas forcément très utiles pour nous tout le temps, mais son approche pédagogique m'a beaucoup séduit. Et donc, du coup, j'ai repris une de ses premières vidéos pour rappeler une évidence, c'est ce coefficient de traînée ou le CX, et puis finalement le profil de l'objet qui va être immergé dans un fluide et qui va plus ou moins résister ou créer de la trace. Et donc là, on voit bien que le dernier, avec un coefficient de 0,04, pardon, c'est finalement la forme optimale qu'il faudrait adopter pour arriver à avoir une bonne glisse dans l'eau. Après, il y a tout ce qui va dépasser du corps, et donc du coup, ça ne va pas être aussi facile. Ce CX-là est utilisé en automobile depuis longtemps, et puis c'est d'abord Citroën qui l'a introduit avec sa voiture éponyme, et puis actuellement, apparemment, le modèle S de Tesla serait celle qui aurait le meilleur CX. Voilà. Mais je n'ai pas vérifié, enfin dans les voitures du quotidien, pas forcément dans les voitures de course. Voilà. Donc retenons que la forme que l'on va avoir dans l'eau va avoir une influence finalement sur ce coefficient de traînée, donc forcément sur une résistance. Voilà. Encore une fois, je passe assez vite. Et du coup, on revient à ces effets de posture. Là, je vous ai proposé 3 situations. En premier lieu, la personne qui est extrêmement gainée. Et puis, je vous fais un profil, alors c'est un peu grossier, quoi, de ce qui va être en contact, en frottement avec l'eau et qui va donc opposer une résistance et qui va donc limiter la progression, limiter la vitesse. Et donc, du coup, plus on va avoir plus la posture va être moins gainée, plus il va y avoir de surface de frottement avec l'eau, plus on va être freiné, plus il va falloir fournir d'énergie pour arriver à contrer cette force de réaction qui augmente tout le temps. Et en verticalité, ça sera la même problématique. Là. Donc c'est exactement les mêmes images, mais rapportées finalement à la verticale. Et là, j'ajoute simplement une chose, c'est ces phénomènes posturaux qu'on a en descente. Voilà, c'est le fait de regarder vers le bas, qui va avoir une première incidence qui va être dans la descente, puisque en mettant la tête en arrière, on va inscrire une courbure dans le corps qui va faire que finalement la descente ne sera plus totalement verticale, rectiligne, mais on va descendre plutôt en forme de feuille morte. Et puis la deuxième chose que je rappelle avec la première séance, c'est finalement la compression de la zone arrière du cou qui va faire que finalement on va pénaliser également la compensation à la descente. Et donc là, il faut être extrêmement vigilant. Et même si on a une tendance à se courber comme ça, il faut au moins faire l'effort de rentrer la tête entre les bras pour ne pas pénaliser la compensation. Toujours effet de posture. Du coup, ça renvoie à cette question du gainage. Là, vous imaginez à peu près ce que ça peut représenter. Plus les bras vont être en avant et réunis, et plus on va avoir l'impression d'avoir cette forme en triangle qui va faciliter la pénétration dans l'eau. Et donc là, ce qu'on va retenir par rapport à la séance précédente, c'est l'importance du relâchement dans le gainage, et notamment de toute la partie haute, les épaules, les bras, les mains, la nuque, qui va faire que finalement la position sera plus ou moins confortable. Et puis après, il y a cette position qu'adoptent certaines, c'est les bras le long du corps, et là on voit qu'il va y avoir une surface de friction qui va être beaucoup plus importante, un pouvoir de pénétration dans l'eau beaucoup plus important, et donc du coup une résistance de l'eau qui va être plus importante et un effort à fournir plus important pour arriver à arriver au même résultat que si on avait une position un petit peu plus profilée. Et donc ça pose la question après de la souplesse des épaules, du confort, et puis de cet arbitrage qu'on va faire entre cette position, peut-être les bras le long du corps, et puis une position beaucoup plus effilée, comme ça serait le cas dans la première partie. Donc ça, c'est à voir. Il n'y a pas de doctrine. L'idéal, c'est d'être le plus gainé, profilé, et puis après, il faut s'adapter par rapport à ses aptitudes et par rapport à ses contraintes. Autre rappel, là, c'est par rapport au réflexe d'immersion que nous avons vu également précédemment. Et donc là, on va rappeler simplement le problème de la vasoconstriction périphérique.
donc qui est lié à ce phénomène de réflexe d'immersion qui se provoque dès l'immersion. Donc c'est bien la pression hydrostatique qui génère ce phénomène-là et qui va produire après comme effet la sensibilité au froid des extrémités et puis finalement aussi une moindre alimentation en oxygène des jambes et des bras. Oui, tout le sang qui retourne vers les organes nobles, eh bien, seront le fait que du coup les jambes sont moins irriguées les jambes et les bras sont moins irrigués par le sang et donc du coup il y a moins d'oxygène qui arrive dans ces éléments et c'est quelque chose qui est extrêmement important à prendre par rapport à un effort qui va être fourni en immersion. Et donc du coup ça renvoie à cette question des filières énergétiques, ce carburant qu'on va utiliser pour se bouger dans l'eau. Alors il y a classiquement trois compartiments ou trois filières énergétiques. La première en rouge, c'est celle qu'on appelle l'anaérobie lactique, qui va permettre de produire des efforts extrêmement rapides, par exemple sur un 100 mètres en course à pied, mais qui va faire aussi que c'est des réserves qui s'épuisent extrêmement rapidement. Ensuite vient l'anaérobie lactique, qui va permettre de produire un effort sur du plus longtemps, qui va également épuiser les ressources plus lentement, mais qui va produire cet acide lactique qui va faire mal. Voilà, par exemple sur 1000 mètres. Et puis enfin, la troisième voie, qui elle est beaucoup plus longue, c'est celle qui va permettre de faire de l'endurance, c'est la phase aérobie qui permet de courir un marathon. Et ce que l'on observe ici à travers ces trois filières-là, c'est que c'est dans la phase aérobie où on va consommer de l'oxygène et puis produire du CO2 voilà, à travers l'utilisation des ressources, le glucose, les acides gras et les acides aminés qui vont après donner de l'énergie. Voilà. Ce que l'on va retenir également, c'est le graphique qui est apparu à gauche, c'est que ces trois filières énergétiques se mettent en route ensemble dès le départ. Voilà. Et puis après, ils ont chacun leur rythme d'épuisement. Et puis, il y a l'aérobie qui va persister plus longtemps. Voilà. Et du coup, là, je rappelle simplement que c'est l'anaérobie lactique qui, à travers l'acide lactique, va donner cette sensation de brûlure, de jambes lourdes à l'exercice. Si on fait le parallèle maintenant avec les activités aquatiques, là, je ne suis pas sûr de moi, mais voilà, je pense même que la partie aérobie lactique, c'est peut-être moins de 50 mètres, peut-être juste le plongeon et les premiers mètres, donc peut-être une douzaine de mètres, pas forcément 50 mètres. Voilà. Donc en nageant toujours en aérobie lactique, ça serait peut-être cette distance de 200 mètres, peut-être un peu moins, ça dépend des gens également. Et puis après, pour ce qui concerne l'aérobie lactique, eh bien, ça serait plutôt, quand on fait la longue distance, 1500 mètres et plus. Voilà. En apnée dynamique, là, on retrouverait un peu ce genre de choses, mais sur des distances extrêmement courtes, en fait, également. Je ne suis pas sûr aussi que ça soit de l'ordre du 50 mètres, mais en gros, c'est l'aérobie lactique, un aérobie lactique qui va démarrer sur du sprint. Et puis après, on va essayer de prolonger. Alors là, du coup, j'ai mis des références qui sont par rapport aux meilleures performances mondiales, 300 mètres. Et puis après, il n'y a personne qui va au-delà. Donc, en réalité, on ne va probablement pas à l'épuisement des filières aérobies. Pour une simple et bonne raison, c'est que l'oxygène n'étant pas alimenté en permanence, et bien du coup, il va y avoir un épuisement beaucoup plus rapide de cette filière aérobie. Et puis en profondeur, alors je n'ai pas d'exemple sur de l'aérobie lactique, voilà, faire un peu de sprint, l'immersion, voilà, je ne sais pas, sur les 5-6 premiers mètres, peut-être que ça correspondrait à ça. Et puis après, toujours pareil, là, on n'a pas de performance extrêmement longue et lente du fait que l'organisme n'est pas alimenté en permanence en oxygène, donc il y a une rupture qui s'opère assez rapidement. Là, j'ai mis des records aussi, 131 mètres. Voilà, c'est juste pour donner une indication. Mais globalement, que ce soit en natation, en apnée dynamique ou en plongée ou en apnée verticale, eh bien, ces filières énergétiques vont se mettre en route. Les facteurs influençant la fourniture de cette énergie, eh bien, il va y avoir plusieurs choses. Alors, il y a le débit et le rythme ventilatoire, de manière à pouvoir à la fois évacuer le CO2 et puis
apporter des ressources nouvelles en oxygène, comme on l'avait vu dans la deuxième séance. Il y a une question de volume pulmonaire qu'on a essayé de travailler aussi également en seconde séance, en essayant d'exploiter au mieux les 3 compartiments ventilatoires principaux, abdominal, thoracique et puis claviculaire. Il y a le rythme cardiaque, plus il va être élevé, plus il va permettre de produire de l'oxygène, mais on va voir après qu'il y a un effet corrélatif qui peut être dérangeant. Le débit cardiaque maximal, le taux d'hémoglobine qui peut être lié par exemple à des exercices en altitude répétés qui vont permettre une adaptation, et puis également ce qu'on peut rappeler ici, c'est peut-être aussi après une première apnée, c'est ces globules rouges qui sont libérés par la rate et qui permettent d'avoir une légère augmentation de l'hémoglobine sanguine, la pression artérielle en relation avec le phénomène de réflexe d'immersion, la masse musculaire qui va être du coup plus ou moins irriguée, mais également plus ou moins riche en oxygène, les gènes. Voilà, ça, on ne va pas s'attarder là-dessus. L'entraînement qui va permettre de faciliter l'exploitation de telle ou telle filière. Certains ont du mal à engager certaines filières. L'alimentation peut également intervenir. Après, la pression partielle en oxygène, la pression hydrostatique et puis la technique qui va être mise en œuvre. Je passe assez rapidement sur ces derniers éléments pour juste dire l'effet de l'entraînement qui va avoir des répercussions à la fois sur la masse musculaire, mais aussi sur le taux d'hémoglobine, sur le débit cardiaque, sur le rythme cardiaque et le volume pulmonaire. Et puis, rythme cardiaque et rythme ventilatoire qui sont corrélés. Donc, plus le rythme ventilatoire augmente, plus le rythme cardiaque augmente également, et inversement. Et donc, tout le travail de contrôle dans le relâchement qu'on avait vu la fois dernière pour essayer de faire de sorte qu'il n'y ait pas d'emballement, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Le débit cardiaque qui va avoir une influence sur la pression artérielle, et puis la pression hydrostatique qui va également influer sur à la fois la PPO2 et puis sur le volume pulmonaire. Donc tout ça fait que finalement, on est dans une situation qui est assez complexe de mobilisation de l'énergie, et donc, encore une fois, l'intérêt de la préserver. Puis là, j'ai remis quelques illustrations qu'on a vues donc, par rapport à ce phénomène ventilatoire, par rapport à la cohérence cardiaque, par rapport à l'effet de la pression, que ce soit dans l'air ou dans l'eau. Voilà. Et donc, du coup, après cette petite introduction là, je vous laisse un petit temps de... Si vous avez des remarques, des questions, des propositions à faire, je vous donne la parole, et puis s'il n'y a pas, on continue. C'est à vous. Bon, mais même pas de questions dans le chat, donc on va continuer. Voilà, améliorer sa technique du coup. Pleine conscience du mouvement, on fait des choses un peu réflexes, et donc du coup essayer de se pencher un petit peu, essayer d'analyser, décortiquer pour savoir ce sur quoi il est possible de travailler et dans quel cadre mobiliser telle ou telle technique. Avec une priorité pour nous, c'est les économies, que ce soit en plongée à scaphandre ou en apnée, hein, puisque à un moment donné, même si on a une réserve sur le dos avec un plongée scaphandre, eh bien, plus on va tirer sur la réserve, parce qu'on consomme beaucoup, il y a besoin d'oxygène, et bien plus on va épuiser la ressource. Ça, c'est un petit peu l'idée. On revient sur des techniques, propulsion, genou plié. Voilà, puis on va juste redétailler ça avec 2 options, cheville souple et cheville en extension, et on va voir quelles peuvent être les conséquences. Genou plié, c'est assez fréquent chez les plongeurs scaphandres. Et on verra que ce n'est pas une technique à bannir, mais qu'il faut savoir adapter par rapport aux circonstances. Voilà, ça se passe comment? La cheville est souple. Et qu'est-ce qu'on observe en fait? C'est que la palme reste toujours à peu près dans le même plan quasi horizontal. Et ça va faire que finalement, la surface de frottement qui va contribuer à la propulsion, eh bien, va être extrêmement limitée. Voilà. C'est plutôt le tibia. Donc en réalité, si on n'avait pas de palme, le geste serait pratiquement équivalent. Voilà.
Après, la cheville en extension, ça va produire quoi? Eh bien, ça va faire que finalement, la surface de contact va être beaucoup plus importante. C'est cette surface de contact qui va permettre d'améliorer la propulsion. Parce que la propulsion va agir à la fois en phase descendante et en phase remontante. Voilà. Sur le plan musculaire, alors de manière très très caricaturale, hein, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail, eh bien, on va voir que, en fonction du temps dans le mouvement, c'est pas forcément les mêmes muscles qui fonctionnent. Alors ça, c'est un petit exercice qu'on peut faire. Si vous êtes assis, vous pouvez croiser les jambes et puis avec l'une, celle qui est au-dessus, pousser sur la deuxième qui est en résistance et vous allez pouvoir sentir quels sont les muscles qui fonctionnent le plus. Et vous remarquerez que le mollet est à la descente comme ça, celui qui force le plus. Au niveau de la cuisse, c'est moins évident. C'est un peu réparti partout, mais il y a une dominante quand même sur la partie antérieure. Voilà. Mais il y a quand même la partie postérieure qui travaille également, voilà, de la cuisse. Donc ça, c'est la descente, plutôt le mollet. Et puis après, à la remontée, ça va être la partie postérieure de la cuisse qui va travailler. Et en réalité, on se rend compte qu'on va fournir un effort extrêmement fort au niveau des mollets et plutôt modéré au niveau de la cuisse. Et ce qu'on va constater également, c'est que ce genre de posture genou plié va provoquer finalement une contraction au niveau lombaire. Et cette contraction lombaire, en fait, elle va provoquer des douleurs musculaires, elle peut provoquer aussi de la lombalgie, etc. Et c'est souvent récurrent en plongée avec scaphandre, notamment sous l'effet conjugué de la présence du bloc dans le dos, qui vient peser encore plus sur la zone lombaire et accentuer la courbure. Donc du coup, à la fois le mouvement et à la fois la posture avec le bloc sur le dos, ça contribue à avoir mal au dos. Et donc à un moment donné, quand on a mal au dos, peut-être qu'il faut changer aussi de gestuelle pour s'économiser un petit peu. Si on passe maintenant cheville en extension, on va retrouver un peu le même chose en fait. C'est toujours à peu près les mêmes zones qui vont travailler, sauf que là, on va solliciter encore plus le mollet. Et la cuisse, finalement, elle est relativement peu utile. Et donc tout ça va contribuer finalement, que ce soit cheville souple ou cheville en extension, à solliciter énormément le mollet et puis provoquer des risques de crampes, voilà, qui sont extrêmement désagréables et douloureuses même. Voilà. Donc voilà, ça a une utilité, mais du coup, du fait de la sollicitation privilégiée du mollet, peut-être à utiliser de manière modérée et puis sans trop insister sur l'intensité musculaire de manière à pouvoir éviter les crampes. Voilà. Là, on voit l'effet du matériel. Et là, c'est quelque chose qui est tout à fait évident. Plus la palme va être longue et plus elle va être souple, plus elle va avoir tendance à se replier. Et on va voir juste après, un peu plus loin, que y a un moment qu'il faut utiliser pour justement exploiter au mieux cette flexion de la palme. Alors en plongée scaphandre, on est plutôt sur le modèle de gauche avec des palmes plutôt assez courtes et plutôt rigides. Alors, après, c'est rigide, c'est façon de parler parce qu'il y a toute une gamme de matériels différents. Et puis en apnée, par contre, on va avoir des voilures très très longues et donc du coup la souplesse va être accrue par cette longueur. Et donc en même temps qu'on augmente la longueur de la palme, on augmente la surface et donc du coup on va augmenter la capacité de propulsion et donc on va également augmenter la sollicitation des muscles et notamment du mollet. Et donc le matériel peut encore venir renforcer ce risque de crampes et de douleurs lombaires par ce biais-là. Propulsion ciseaux, maintenant. Voilà, j'ai pas détaillé tous les mouvements, mais vous imaginez bien, c'est l'alternance des jambes, une en haut, une en bas. C'est très classique. Là, j'ai même pas posé les bras, que ce soit bras en avant, bras en arrière, peu importe. Voilà, c'est un mouvement assez simple. Et puis là, on peut repérer du coup que dans cette posture-là, on a une moindre sollicitation dans la zone lombaire. Et donc, du coup, on va avoir
surtout si on engage les mécanismes de relâchement comme on a vu la semaine dernière, on va pouvoir du coup avoir un confort de palmage supplémentaire. Et puis les muscles, en même temps qu'on a ce mouvement de ciseaux, vont pouvoir avoir aussi une sollicitation un peu moindre, et puis une alternance également qui fait que on va pas solliciter tous les muscles en même temps. Voilà la propulsion, du coup, par rapport à cette question de palme longue et souple. Et puis, ce dernier mouvement qu'on a à la fin, c'est ce que j'ai appelé ici le coup de pied. On le verra aussi sous une autre appellation tout à l'heure. Mais ce coup de pied, c'est en fait la continuité. Vous avez à gauche avec les palmes rigides, donc le mouvement qui s'effectue, la jambe qui descend. Et à un moment donné, on voit que le pied va partir en avant, donc on va ramener le pied en avant. Et ça va permettre d'exploiter au maximum cet effet levier et puis l'amplitude du mouvement, et sur une sollicitation musculaire qui est assez faible. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, mais voilà, c'est un petit tuyau comme ça qu'on peut mettre en avant. Et puis après, par contre, une fois qu'on a fini le coup de pied, là, il faut de suite revenir le pied en extension pour avoir de nouveau une rectitude de la jambe. Et là, on voit bien après, avec les palmes souples, que l'effet de la palme, en plus d'avoir le coup de pied, c'est l'effet rebond, l'effet ressort de la palme qui va travailler pour vous. Et donc, quand on travaille sur des mouvements très très fréquents, on n'a pas le temps d'exploiter cette efficacité de la palme, ce travail de la palme. Et on va devoir consommer un peu plus d'énergie et puis d'oxygène. Voilà. Donc ça vaut le coup en fin de mouvement de laisser un peu de temps pour que la palme revienne dans sa position d'origine. Là, on voit bien ce que ça donne en milieu réel. On voit bien la courbure des différentes palmes, là, que ce soit en vertical ou en horizontal. Il y a des images un peu plus jolies. Là, je vous ai mis du coup 2 ressources là, pour aller voir un petit peu ce que ça donne pour ceux qui veulent aller voir ça par curiosité. Maintenant, on va passer à l'ondulation. Donc, on a vu avec les ciseaux ou avec les genoux pliés qu'en fait, la partie supérieure, abdomen, thorax et puis la tête, ils étaient plutôt dans un alignement rectiligne. Dans l'ondulation, le mouvement va être modifié parce qu'on va utiliser une certaine souplesse au niveau abdominal, juste en dessous des côtes, et on va faire ce qu'on appelle une bascule du bassin avant-arrière, et qui va permettre d'augmenter et de rendre le mouvement plus fluide. Alors c'est plus fluide, pas forcément, parce que pour certains, quand on le regarde en ondulation, on a l'impression de grandes vagues, tout le corps est en vague, et puis en réalité, c'est pas bon, parce que si on se rapporte à ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux zones de frottement, eh bien, plus on va avoir de surface de contact avec l'eau, moins on va être gainé, et plus il va y avoir des pertes d'efficience du mouvement. Donc on va travailler tout le mouvement à travers cette bascule du bassin avant-arrière, et c'est là-dessus que va se baser après tout le reste. Donc, pour ça, je vous renvoie avec cette démonstration-là vers la vidéo YouTube. C'est un nageur, donc il n'a pas de palme, mais ils expliquent très très bien ce geste d'ondulation sans palme. Après, il suffit juste d'ajouter des palmes au bout du schéma. Et c'est ce qu'on va faire immédiatement pour l'explication de ce geste technique. Voilà, donc on repositionne notre plongeur avec des palmes sur l'image, et puis on va revenir dans notre modèle théorique. Voilà, donc on a notre plongeur. On voit bien ici la nouvelle articulation qu'il y a entre le bassin et puis le haut du corps, et qui va faire que le mouvement ne sera plus du tout le même que quand on est avec les jambes en ciseaux. Alors, ondulation, ça veut dire que le mouvement va suivre une onde. Voilà, j'ai représenté cette onde par rapport à cet axe-là, avec une
une période ou une fréquence plus ou moins régulière et puis des amplitudes qui vont être plus ou moins importantes. Voilà. On ne va pas discuter de ça là. On va juste regarder un petit peu comment se décompose le mouvement avec des positions qui vont être extrêmement différentes selon le temps du mouvement. Alors ça donne quoi si on essaye d'enchaîner? Eh bien, on va avoir un départ. Là, j'ai enlevé les bras pour gagner de la place sur mon schéma. On reste attentif à la position du bassin. On part d'une position quasi repos qui est ici en attente de montée. Qu'est-ce qui se passe à la montée? Il y a une bascule du bassin. On ne le voit pas tout à fait, mais enfin, si quand même on le voit bien puisqu'il a bien décollé l'axe bleu. Et les jambes les jambes allongées qui se retrouvent en position haute dans cette courbe-là. Donc là, je remonte les jambes, et puis après, je redescends les jambes, et là, on voit là, très bien la bascule du bassin. Le bassin bascule vers le bas, la jambe est légèrement fléchie, et elle va suivre encore cette courbe. Et puis après, on arrive au bout, le geste se termine par un allongement, un alignement de la jambe pour obtenir le petit geste maximal. On pourrait ajouter à ça, et je ne l'ai pas fait pour ne pas complexifier le petit schéma, le petit coup de pied pour encore aller un peu plus loin dans la possibilité de propulsion. Et après, on va réattaquer la phase de montée. Et voilà. Et donc après, ce sont ces gestes-là. Donc là, encore une fois, bien s'attacher à cette bascule du bassin. Alors, c'est un exercice qu'on peut faire debout, et c'est très simple. Alors, si vous voulez, on va le faire. On se met debout, et puis les jambes, les bras vers le haut, donc comme si vous étiez gainé. Et puis, ce que vous allez faire, c'est cette bascule avant-arrière du bassin en souplesse. Et ce à quoi il faudra être attentif, c'est les temps où finalement on peut obtenir du relâchement sur ce mouvement-là. Alors, c'est relâchement des abdominaux quand on a le bassin en arrière, c'est relâchement du dos quand on a le bassin en avant. Et c'est un geste qui n'est pas si évident que ça parce qu'on a plutôt tendance à tortiller le corps dans tous les sens, ce qui n'est pas adapté en termes d'efficacité de glisse. En termes d'utilisation, mobilisation musculaire, à la montée, on va utiliser principalement l'arrière des cuisses et puis les muscles du dos. Et puis à la descente, par contre, ça va s'inverser avec plutôt la face antérieure des muscles et puis les abdominaux qui vont se contracter pour faciliter la bascule du bassin. Et puis les mollets qui vont intervenir d'abord pour maintenir un soupçon de rigidité, puis après finir le mouvement quand on arrive dans la phase du bas. Et puis après, en remontant, les mollets se relâchent, c'est plutôt l'arrière des cuisses qui fonctionne, le dos qui se cambre pour faciliter la remontée du bassin. Et après, on recommence. Donc là, encore une fois, ce qui est important de voir, c'est cette alternance de mobilisation des muscles. Voilà. Et puis aussi, finalement, on utilise beaucoup plus maintenant les cuisses que les mollets par rapport à ce qu'on avait vu avec les genoux pliés. Alors, l'avantage, c'est que les cuisses ont une masse musculaire plus importante, elles ont plus de réserve énergétique, elles sont mieux irriguées, et donc du coup, elles vont avoir une résistance et une performance accrue. C'est pas étonnant qu'elles soient si fortes. C'est presque une évidence. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est le fait d'adopter tel ou tel mouvement va faire que finalement, on va avoir plus ou moins de performance. Et puis après, c'est une séance qui va être assez courte, j'avais dit, une séance qui va être légère. C'est ce qu'on appelle la technique du kick and glide, ou coup de pied. Voilà, on retrouve ce terme utilisé tout à l'heure, et puis planer, en traduction littérale.
Alors ça se passe comment? On est en ondulation, on va faire un mouvement complet et après ce qu'on va faire, c'est utiliser un moment de relâchement. Tout est gainé, tout est en position allongée et puis après, hop, quand on sent que le mouvement s'arrête, quand on perd en vélocité, eh bien on remet en route le mouvement. Donc on part, un cycle, off, on relâche, on recommence et ça continue comme ça se répète. Il y a une variante du kick and glide, c'est le 1,5. Donc un mouvement bien complet qui va donner la grosse impulsion qui va faire qu'on se décolle et puis un petit coup après qui va donner la vélocité, donc augmenter la vitesse et après ce qu'on refait de nouveau c'est chercher le relâchement et après ça recommence. Alors, question, que se passe-t-il sur cette situation? Pourquoi est-ce qu'il, ce plongeur, cet apnéiste aurait cette position-là? Est-ce que vous avez une idée? Sylvain, manque de poids, lestage, problème de lestage en pierre, Serge Loin, mal équipé, effectivement, ouais, c'est ça. Et là, c'est vraiment refaire le lien avec cette question de matériel. Un mauvais lestage fait que finalement, on est obligé de forcer pour descendre et se maintenir vers le bas. Et alors qu'un bon lestage permettrait d'avoir un bon gainage et donc limiter les frottements. Et donc, à l'inverse, là, on peut imaginer qu'il y a un surlestage ou une charge au pied un peu trop importante. En tout cas, il y a un problème d'équilibrage. Donc, la question du matériel va être liée aussi à un plan de coût nécessaire. Voilà, ça, c'est vrai, effectivement, pour arriver à maintenir tout ça. Il s'est endormi, dit Yves. Ah ouais, pas mal. c'est pas. Ah ouais, pourquoi pas. Voilà. Après, question matérielle. Bien, des choses qui vont évoluer. Ah ben, ça s'affiche pas, ça. Comment ça se fait? Je vais aller voir. Ah ben, j'ai perdu les images. Mince. Il y a un problème de connexion. Voilà, ben ça, c'est des choses qui arrivent. Là, qu'est-ce qu'on avait c'est juste sur la petite vignette. Je ne sais pas si vous allez le voir. On le retrouve sur la vignette, mais après, le reste est perdu. Voilà. Voilà, mais même là, c'est perdu. Donc, c'était la différence entre les matériels qu'on est susceptible de rencontrer, entre des petites palmes, les mini-palmes, jusqu'aux grandes palmes d'apnée, en fonction du matériau plastique et fibres de carbone. Et puis en bas, c'était, pour ce qui concerne également les monopalmes, on a une gamme de matériel aussi entre plastique et carbone dans lequel la voilure va influer sur la performance, sur l'efficacité, et le matériau également, puisque les carbones ont un effet ressort, une rigidité accrue par rapport à des palmes plastiques classiques. Voilà, c'était une séance assez courte. On va terminer sur une partie conclusive avec ça. J'ai fabriqué tous mes petits mannequins avec ce genre de dispositif-là. C'est possible d'imprimer ça, de les découper sur une plaque en plastique, de les assembler avec des attaches parisiennes et puis de faire des petits mannequins. Vous pouvez utiliser toute autre chose de manière à bien montrer les zones d'articulation dans les différents mouvements. Et si vous le voulez, je peux vous communiquer ce genre de dessin là que vous pourrez reproduire après. Et puis on va finir par un petit exercice quand même. Et un petit clin d'œil à Serge qui a été fidèle. Donc du coup, je suis allé voir, je suis curieux, je suis allé voir et donc j'ai adapté une de ce qu'il a écrit. Soutenir que les activités subaquatiques soient imprégnées de techniques ne devrait pas conduire à une représentation figée de la technique. Et c'est là où on va essayer de réfléchir un petit peu sur finalement, quelle technique on peut utiliser, est-ce qu'il faut les proscrire ou pas. Donc on va étudier plusieurs situations et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, alors je vous laisse faire. Je dois parcourir une longue distance à l'horizontale. Quelle technique je mettrai en place plutôt. Et puis là, vous pouvez parler plutôt que de chatter. Là, ça. On arrive sur la fin, donc on va faire ça très simplement.
Quelqu'un veut prendre la parole? J'ai entendu un micro s'ouvrir, mais pas parler. Moi, Yves, je pense l'ondulation, de toute façon. Ouais. Et du coup, quel matériel, quelle posture, quelle technique et quelles sont les conséquences? Un moteur exigeant, Villeneuve. Ouais. L'ondulation, alors, associé à quel matériel? Yves? Moi, je dirais monopalme, hein. Ouais. Et les Mana- conséquences? Vas-y, continue, pardon. Oui, non, monopalme avec le meilleur matériau possible, carbone. Mhm. Conséquence, tu te crames moins vite, quoi, si je peux dire ça. Tu utilises plus les cuisses. Mhm. Voilà. Alors, ceci dit, quand on associe le matériel monopalme et ondulation, on se retrouve avec une surface de contact qui est extrêmement importante et donc du coup, on va solliciter beaucoup les muscles. Ouais. Et donc du coup, si on sollicite beaucoup les muscles, on risque de faire un peu d'anaérobie lactique et donc on risque de se cramer un peu les cuisses quand même. C'est un point de vue. Après, c'est effectivement une affaire de dosage. Serge Éloi proposerait du kick and glide. Voilà. Alors, vas-y Serge, prends le micro et Oui, je pense que, enfin, là, sur ce genre de questions, c'est très difficile parce qu'en fait, tout dépend de la technique et de ton niveau. Là, en répondant l'absolu, moi, je répondrais que voilà, sur une longue distance, quand je dépasse les 75 mètres, je sais que je fais du kick and glide pendant la moitié, c'est-à-dire à peu près une quinzaine de mètres sur un bassin de 25, que je suis lié par du palmage à peu près normal pour pouvoir adapter ma vitesse d'arrivée et préparer mon virage, et que je repars sur du kick and glide parce que ça consomme moins. Maintenant, faire du kick and glide, ça demande aussi, on va moins vite. Donc, vraiment, c'est pour ça que ça m'amuse que tu aies dit comment dire, cette citation d'un texte là, parce qu'effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de technique parfaite. La technique, elle doit être très individualisée. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux, mais quand on enseigne des fondamentaux, on enseigne une représentation qui serait universelle et ça n'existe pas, une technique universelle. Donc, il faut vraiment que chacun s'approprie sa technique. C'est pour ça que la question, je dois parcourir une longue distance à l'horizontale, ok, mais tout dépend de qui tu es, du matériel que tu as. Je rappelle quand même que des palmes carbone, c'est quand même aux alentours de 250-300 balles. Donc déjà, ça dépend aussi du budget que tu as. Donc après, la posture, elle se transforme normalement année après année quand tu fais de l'apnée. Donc ta technique, moi, au début, je faisais du palmage normal jusqu'au moment où je me suis rendu compte que peut-être c'était plus agréable et moins consommateur de faire du kick and glide. Donc voilà, quoi, c'est un peu, bon, j'apporte un peu de la façon dont j'appréhende les choses, quoi. C'est effectivement, et la citation, elle n'est pas là pour rien, hein. En même temps que j'ai apprécié de lire cet article-là. C'est qu'il n'y a pas de doctrine, effectivement. Il y a des techniques, il faut arriver à les enseigner, il faut savoir s'en emparer, il faut savoir quelles sont leurs conséquences, et puis il faut savoir aussi les mobiliser à bon moment. Là, il y a une chose qui n'a pas été posée, c'est dans le contexte, je dois parcourir une longue distance à l'horizontale. En surface ou immergé? Tout dépend aussi, parce que finalement, si on est en surface, faire de la monopalme et de l'ondulation, ça risque d'être beaucoup plus compliqué que de faire que lorsqu'on est totalement immergé. Donc voilà. Euh, pour certains, le bipalme sera beaucoup plus approprié parce qu'ils se sentent plus à l'aise, parce ils maîtrisent moins bien la technique, parce qu'ils ont mal au dos ou des choses comme ça. Voilà, c'est extrêmement complexe d'arriver à dire il faut faire ça à ce moment-là. Je rejoins après ce que tu dis, Serge. Effectivement, moi, j'ai eu du mal enfin, contrairement à toi, peut-être, j'ai pas commencé avec les ciseaux parce que pour moi, le mouvement naturel était l'ondulation dans l'eau, depuis toujours, quoi, hein.
Et après, par contre, je me suis rendu compte que je faisais des mauvais gestes et que j'étais susceptible de me faire mal. Et donc, j'ai adapté après ma technique, j'ai amélioré ma technique. Et le kick and glide, c'est finalement ce que je préfère parce qu'on est à la fois sur une première phase d'effort assez forte pour, allez, ça y est, on bouge, on avance. Puis après, un mouvement moins ample et moins puissant qui permet de donner ce que j'appelais la vélocité. Et après, on relâche tout. Et là, c'est super, on en profite bien. Et sur ce genre d'exercice-là, c'est cette variation aussi du geste qui fait aussi que, pour moi qui cogite beaucoup sous l'eau, ça m'occupe. Et en m'occupant et en changeant les rythmes, finalement, j'arrive à rester plus longtemps. Voilà. Et en plus de ça, les périodes de relâchement qui sont du coup fréquentes permettent d'économiser la ressource en énergie et ne pas avoir mal aux cuisses, ne pas faire de syncope, etc. Bon, après, la syncope, c'est autre chose. Mais voilà. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans ce jeu-là, essayer de se projeter dans une situation et puis voir finalement comment on adapte. Et du coup, effectivement, il y aura à chaque fois plusieurs réponses possibles à toutes les situations qui vont être proposées. La deuxième, je peux intervenir juste oui. en complément de ce que tu viens de dire. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important quand même, c'est de se filmer, quoi. Maintenant, on a tous ne serait-ce que mettre un téléphone juste à la surface de l'eau, sous la surface de l'eau, dans une petite pochette et de filmer, se filmer de profil et se filmer de face pour revenir sur ce que tu as expliqué au début. Hein, c'est la surface mètre couple, enfin je sais plus comment tu as appelé ça. Alors le CX c'est autre chose, mais en fait regarder la surface que tu occupes de face et voir comment tu peux gagner en réduisant cette surface, en rangeant tes bras, en les mettant d'une certaine façon, etc. Et puis la deuxième chose, c'est pendant le palmage, de voir tout ce qui sort de cette surface. Et moi, par exemple, sur le kick and glide, je me suis rendu compte que j'avais les cuisses qui descendaient trop. Mais on a beau bien tenter d'être conscient de ce qui se passe quand on nage, vraiment l'image qu'on a de profil dans sa nage, ça renseigne tout de suite sur qu'est-ce qui déborde, quoi, qu'est-ce qui dépasse et qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce qui est en fait néfaste à la glisse dans l'eau, quoi. Et donc, je pense que ça, c'est quand même super important de se filmer de temps en temps pour regarder comment on évolue, quoi. Et puis, pour aller dans le même sens, c'est par rapport à ces jambes qui descendaient trop. C'est un arbitrage de la même manière que pour les épaules, on a plus ou moins de souplesse, plus ou moins de confort. Avec les jambes, à un moment donné, les mettre dans l'alignement du corps et d'avoir la meilleure pénétration dans l'eau va nécessiter un petit effort. Et peut-être que ça vaut le coup quand même de faire une économie à ce niveau-là et relâcher, quitte à perdre éventuellement en hydrodynamisme, mais par contre, préserver encore une fois la ressource. Donc, deuxième situation, je suis à l'affût à l'entrée d'un trou sur fond sableux. Ça rappelle des souvenirs. Il n'y a pas un chasseur dans le coin? Oh, j'en connais un peu là aujourd'hui. Mon mari, mais il n'est pas là. Ah ouais, d'accord. Il fait de la chasse un peu à Quiberon. Bon, là, dans le sujet, il y a un élément, c'est le fond sableux. Donc, qu'est-ce qu'il faut essayer d'éviter? De toucher le sable pour éviter de brouiller. Fifi? Oui. Sur un fond sableux, il faut plus avoir un palmage, en fait, pas ciseaux, mais plus horizontal, quoi. Ouais. Les genoux pliés, par exemple, ça peut être très bien. On dégage les palmes. Les genoux pliés, puis aussi avec relevé vers le haut. Et puis, quand on est à l'affût, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a besoin de fournir beaucoup d'efforts? Non. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un mouvement très efficace? Non, pas du tout. Voilà. Donc, la doctrine ciseaux, là, elle ne s'applique pas du tout. On va avoir sur des mouvements petits. Voilà. Il ne va pas se passer grand-chose. Voilà. Ouais,
Il y a aussi des mouvements un peu circulaires avec les palmes. Ouais. C'est pas la méthode grenouille, là? Si, c'est ça. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais. Il y a plein de gestes, en fait, d'autres techniques qu'on utilise. Bon, il y en a plein qui ont trouvé des noms hein, pour tout ça. Et le frog kick, voilà, c'est ça. Oui. Le frog de peau grenouille, là. Et voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre. Et on se rend compte qu'en fait, il y a des grandes rubriques, grandes catégories, mais après, il y a plein. Il y a même le rétropédalage aussi en palmant. On n'en a pas parlé, mais ça se fait aussi. Voilà, en apnée, en cheval, en bouteille, partout. Donc voilà. Donc là, on utiliserait finalement plutôt les genoux pliés, plutôt dans la souplesse, pas beaucoup d'efforts à fournir. Si on est bien équilibré, on attend et puis hop, on chope la bestiole. Troisième situation, hop. Je descends verticalement le long d'un bout et j'ai du mal à compenser. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir avec ça? La position. Ouais, alors en position, qu'est-ce que tu proposerais, Sylvain? Eh bien, regainer, enfin se remettre plus dans la verticalité, quoi. Alors j'ai du mal à compenser. Eh ben, la position de la tête, déjà. Ouais. Après, Alors la position de la tête, on en a parlé tout à l'heure, effectivement. oui, Il faut éviter qu'elle soit en extension arrière. Descendre tête haute, oui, ça c'est notre technique. Mettre les palmes en aérofrein pour prendre le temps de compenser, se freiner effectivement, dit Serge. Là, de toute façon, la descente elle risque de faire mal. Donc, à la rigueur, l'hydrodynamisme, on s'en fout. Hein. Voilà. Hydrofrein, voilà, dit Serge. Et donc, du coup, s'il y a Je beaucoup pense, de... Oui, oui, je pense que l'arrêt ou le fait de ralentir déjà va nous aider considérablement. voilà. Et donc, du coup, si on bombe le torse, un petit peu façon de parler, et donc, du coup, si on oppose une résistance un peu plus importante à la descente et que ça nous permet de ralentir, pour autant qu'on protège la posture de la tête qui ne pénaliserait pas du coup la compensation, ben, voilà, ça c'est totalement admissible aussi. Voilà. Donc, c'est à un moment donné, il ne faut pas rester encore une fois figé dans la technique, comme le disait Serge dans son article. 4. Je remonte après une apnée profonde et avoir effectué le virage. Alors d'abord, qu'est-ce que vous avez au pied? Du carbone, des palmes classiques. Ok. Vous remontez plutôt en ciseaux ou en ondulation? Plutôt en ciseaux pour Serge. Voilà. Là, en fonction mono ou bi pour Pierre-Jean. Moi, je suis plutôt au fond en ondulation. Que ce soit en monopalme, forcément, ça c'est obligatoire, mais en bipalme également. Pourquoi? Les fuites d'eau qu'il y a de chaque côté de la palme sont plus importantes quand on a des bipalmes. Et donc, du coup, la poussée qu'on peut exercer au fond, elle est moindre en bipalme qu'en monopalme. Donc, l'efficacité du mouvement au fond, ben, elle va dépendre de ce matériel-là. Que ce soit donc en bipalme ou en monopalme, moi je suis plutôt en ondulation au fond, parce que ce que j'ai envie, c'est de m'arracher assez efficacement du fond. Arracher, ça ne veut pas dire aussi se faire mal. Donc ça veut dire quoi? En bipalme, je rapproche les pieds, les voilures sont très très proches et ça fait l'impression d'une monopalme.
Et là, j'ai un accompagnement du mouvement qui est optimal. Alors après, ce qu'il faut faire attention, c'est la manière dont on produit cet effort. Je dirais que là, quand on est en train de remonter, il y a d'abord se dire, allez, hop, je m'arrache du fond. Et puis après, il va falloir penser, il va falloir gérer la remontée, pas trop consommer parce qu'on a déjà moins d'oxygène, etc. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je produirai un effort plutôt du type kick and glide à la remontée également. Un effort important pour, hop, je m'arrache. Un deuxième pour commencer à amorcer. Je relâche un peu. Je vérifie que tout est bien en place. Et là, je continue plutôt en kick and glide. Et adopter la technique du kick and glide à la remontée me permet aussi de vérifier le moment de flottabilité positive. Et puis après, hop, me laisser porter. Mais il y en a qui préfèrent remonter en bipalme, et il y a une discipline qui s'appelle bipalme, et donc du coup pour laquelle l'ondulation n'est pas autorisée. Donc encore une fois, là c'est tout bon. J'ai des palmes rigides et j'ai mal aux cuisses. Qu'est-ce que je fais, monsieur ? Ça, je trouve que c'est une bonne question parce que moi, je trouve que mes palmes ne sont pas assez rigides. J'ai des immersions et je réfléchis à en changer, mais il n'y a aucun standard qui permet de savoir d'une palme à l'autre la rigidité. Alors, il y a certaines marques qui ont des médiums, light ou durs, mais ça, c'est très difficile en fait de savoir si on a des palmes qui sont souples ou moins souples. Je ne sais pas, tu as peut-être des infos là-dessus. Comment on peut comparer des palmes alors qu'il n'y a pas de standard, quoi. Alors, il y a d'abord cette appréciation. Tu as essayé, tu as des palmes souples et tu préférerais avoir des rigides. Donc, ça veut dire que tu n'es pas très satisfait de ton matériel. Ça, c'est par tâtonnement qu'on va y arriver. Moi, j'ai plutôt des cuisses qui sont assez fortes et assez musclées. Du coup, j'ai beaucoup de puissance de réserve dans les cuisses et ce que je fais sans poser de questions, je prends les palmes les plus rigides qu'il y a. Voilà. Par contre, c'est des choses qu'il faut savoir embarquer. Et à travers cette question-là, c'est non seulement avoir la musculature qui va avec, mais en plus de ça, ça va adapter le mouvement. Il y a des moments où j'ai besoin de cette rigidité, notamment quand je suis au fond, parce qu'avec des palmes extrêmement souples, j'ai l'impression de rien avoir au pied et ça me provoque une sorte de stress. Enfin, plus maintenant, mais à un moment donné, ça passe par ça. Et alors que la question ne se posait absolument pas avec la monopalme, et quand je me suis mis à la monopalme en verticale, là, je me suis dit, waouh, quand même, ça envoie. Hein. Et ça envoie, et puis il n'y a pas besoin de travailler aussi fort. Voilà. Oui, mais comment savoir que les palmes sont rigides? Quel modèle? Alors, moi, j'ai des bruyères rigides, et puis j'ai des leader fines rigides, et puis après, j'ai des plastiques rigides, c'est presque des tôles. Voilà, j'ai un peu de tout. Voilà. Lesquels les mieux, voilà, il faut savoir, il faut pouvoir essayer. Homer aussi, du T3 dit Sylvain. Voilà. Les C4 aussi font des palmes avec différentes voilures. Enfin, la plupart, même, surtout parmi les carbones, ils font beaucoup de degrés de rigidité en fonction du nombre de couches, etc. La souplesse ou la rigidité va augmenter. Fifi ? Oui. Oui, c'est Pierre-Jean. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ça. Parce que justement, quand on se tourne vers des gens qui sont un petit peu en dehors des grosses marques habituelles, parce que tu as parlé de Breyer et moi aussi j'ai des Breyer, et c'est vrai que l'avantage de ce type de marque, c'est que la gamme est très étendue, comme tu viens de le dire, que ce soit sur les longueurs, les rigidités, il y a beaucoup de choix. Et puis, quand on les appelle, ils peuvent vraiment avoir des conseils, parce qu'on ne peut pas toujours essayer, évidemment. Hein. Eux, ils sont sur Vannes, en Bretagne. Mais on peut les avoir au téléphone et ils sont de très bons conseils en fonction du poids, en fonction de ce qu'on pratique, en fonction de tout un tas de choses, du nombre de fois, du nombre d'entraînements par semaine, etc. Et ils sont vraiment capables de nous aider quand même. C'est intéressant de les appeler. En plus d'avoir chez Brière, je ne sais pas s'ils le font encore, mais les chaussons sur mesure. Alors ça, ils ne le font plus. Maintenant, ils utilisent des chaussons du commerce.
mais on peut les choisir. C'est-à-dire que quand on commande chez eux, et je dis en passant d'ailleurs que c'est pas plus cher que d'acheter des Homer Carbone ou Beuchat Carbone. Et par contre, on choisit. Est-ce qu'on veut plutôt le chausson Beuchat, le chausson Homer, le chausson Seaxoub, etc. Donc on choisit le chausson et ils adaptent dessus en fait. Ouais. L'épaisseur de la combi pour les frileux et le lestage influe également sur la gestuelle, évidemment. Et c'est là où finalement une combinaison trop ajustée va à la fois limiter la prise d'air, parce que ça va être plus compliqué, mais également amplifier le phénomène de pression hydrostatique et voire même contraindre sur la gestuelle, parce que on n'arrive plus à bouger, des choses comme ça. Et typiquement, moi je suis toujours étonné de voir en apnée des gens venir avec une semi-rigide, avec le cintre dans le dos et essayer de faire des exercices. Là, ça me paraît toujours un peu... voilà. Alors, si j'ai fait cette remarque, c'est que je suis en train de voir pour changer de combi. Effectivement, moi qui suis frileux, qui ai besoin d'épaisseur, je trouve compliqué, vraiment compliqué le choix à ce niveau-là, en gardant la glisse, en essayant quand même de limiter le lestage, parce que je suis obligé d'en mettre sur le dos et j'ai mal au dos. Voilà, je trouve le choix compliqué à ce niveau-là, quoi. Alors, en combinaison, je suis actuellement jusque sur du 9 mm en haut et 7 mm en bas. C'est de la marque Beuchat pour pas faire de pub, sans faire de pub. Pourquoi ça? Parce que je nage dans de l'eau à 3 degrés, je passe 1h30 dedans et je sors, je suis encore chaud. Voilà. Ce que je trouve d'extraordinaire en ce moment, c'est l'évolution de la qualité des néoprènes. Je ne sais pas quoi dire encore de leur durabilité, mais il y a une amélioration de la souplesse extraordinaire. Ça veut dire que je suis capable de nager avec les bras avec une 9 mm. Alors qu'avant, avec la 7 mm que j'avais il y a 25 ans, j'étais vachement limité, quoi. Et puis après, du coup, Yves, par rapport à ton truc de mal de dos, il y a cette répartition du lestage qui va faire et peut-être penser jusqu'à aller aux chevilles aussi, ce que j'ai pas dit là, mais un petit peu de plomb de cheville peut faire du bien, notamment en bouteille quand on a souvent l'habitude de voir des gens avec la nage genou plié et puis cheville molle, juste parce que il y a trop de néoprène ou de bulles d'air à ce niveau-là, et puis chaque fois qu'il faut abaisser le pied, c'est un effort supplémentaire rien que pour contrer le matériel, et ça, c'est du gaspillage. Alors moi, je plonge avec du lestage aux chevilles, avec du lestage sur le bassin et avec un plomb de cou, de manière à essayer de répartir au mieux et ne pas léser trop la partie longueur. Donc là, il y a des échanges autour des Nautica, ouais. Il y a des échanges autour des palmes bruyères. S'il y en a d'autres qui ont de l'expérience à ce niveau-là. En plastique, moi, j'ai un peu de tout et je m'en sers aussi. Je les prends souvent en voyage parce que comme ça, si je me les fais piquer, c'est pas bien grave. Alors, peut-être un peu plus pour les plongeurs avec scaphandre. Je suis face à un courant. Quelle posture, hein, quel matériel, quelle technique. Viviane, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis toujours là. J'essaye de garder une position ciseaux déjà, palmage ciseaux. Ouais. Bon, j'ai pas eu trop l'occasion. Mais... Serge dit d'aller se planquer, oui, quand on peut. C'est la première bon, ne pas aller trop fort contre le courant non plus, parce qu'on s'essouffle. Voilà, c'est ça. C'est à vouloir trop faire, des fois, on fait des bêtises, effectivement.
Il y a aussi, ce que tu es en train de dire également, Serge, il y a les crochets qu'on peut utiliser de temps en temps pour s'accorder des temps de repos et puis éviter effectivement l'essoufflement qui va être après extrêmement préjudiciable. Et puis, il y a les problèmes de crampes avec les autres techniques de nage qui ne seraient pas adaptées. Voilà, sans détériorer le milieu. Voilà. Voilà. L'essoufflement en bouteille, effectivement, un gros risque face à un courant. Et je suis essoufflé, donc en fait, j'ai pas le même peu trop fort face au courant et je suis essoufflé. Qu'est-ce que je fais? Alors, s'arrêter de faire un effort, oui, mais c'est peut-être aussi le ralentir. Et peut-être juste chercher sur l'amplitude que la fréquence et la puissance. Voilà. Et essayer de délier un petit peu pour éviter de faire de sorte que le mouvement de palme stimule le cœur et donc du coup stimule la ventilation. Voilà. Maîtriser la ventilation, disait Yves, effectivement. Alors, je me laisse remonter sans effort en flottabilité positive. On suppose que c'est un apnée, là. Relâchement total, effectivement. Et là, la position, on s'en fout, je dirais. Et j'ai une photo de moi en remontée profonde où finalement, une chose est constante, c'est l'alignement tête, cou, torse. Et après, les jambes, elles sont en arrière plutôt. Et la monopalme assez éloignée de l'alignement du corps. Voilà. Là, on essaye de profiter un maximum, de réduire le maximum d'efforts et du coup d'économiser beaucoup en oxygène. J'ai le courant dans le dos. Ah, une plongée en dérivante, ça c'est chouette. Hein. Ah, mais il faut aller rejoindre un palanquet. Jean, qu'est-ce que tu ferais, toi, dans une dérivante en mer chaude? Je fais rarement des dérivantes, mais je palmerai un peu plus vite pour rejoindre un palanquet, tout en ne m'essoufflant pas, bien sûr. Ouais. Moi, je suis assez paresseux. Hein. Bah oui, moi aussi, surtout dans les dérivantes comme ça. Alors moi, ce que j'avais fait, là, c'était en Martinique. Il y avait un fort courant et donc du coup, il suffisait juste de redresser le bus et on était embarqué. Même pas besoin de palmer, juste après trouver, se dire oh ben, quand est-ce que je vais pouvoir m'arrêter? Oui, c'est vrai. C'est instinctif, en fait, ça. Ouais, voilà. Donc, effort minimal là aussi, juste profiter de la propulsion de l'eau et puis voilà, on s'économise. Et puis gérer le freinage à la fin. Voilà. Parce que si on s'y prend trop tard, on double tout le monde. Voilà, exactement. Donc ça, c'est des souvenirs, effectivement. Ok. Et puis, j'ai une monopalme au pied. Pour terminer, là, c'est une réponse un peu facile après. Pas moi. Palme vers le haut. Ouais. Ah oui. Sylvain, il dit palme vers le haut, c'était pour le 9, là, effectivement. Ça fait un peu voile. Et là, ça te pousse, effectivement. J'ai une monopalme, on va dire que le matériel on le connaît, on va essayer d'avoir un gainage optimal, on va pratiquer l'ondulation et puis éventuellement le kick and glide et puis de manière à pouvoir ménager des temps de repos, de relâchement et puis essayer de prolonger l'activité le plus longtemps possible. Voilà, c'était 10 situations pour montrer encore une fois que il ne faut pas être psychorigide sur la technique et puis savoir s'adapter aux situations. Voilà, j'ai fini ma présentation et tout ça. Donc maintenant, il y a un petit temps de discussion à volonté, comme vous voulez.